C'est un manipulateur, Jules, dans Un si grand soleil. Ah oui. Alors, est-ce que ça t'a aidé de côtoyer des candidats de télé-réalité pour interpréter Jules? Alors oui, quand je l'ai vu quelques jours après cette vidéo avec Adil Rami, je me suis dit bah, c'est bizarre parce que tout ce qu'elle me disait qu'elle n'aime pas chez un mec, en tout cas physiquement parlant, parce que je ne connais pas, je le retrouvais chez Adil Rami. Au final, elle se met avec lui. Si c'est pas par intérêt, c'est pourquoi? Non, ce n'est pas Mister V. C'est vrai, c'est pas lui. Bah oui. Bonjour Adrien Truong. Salut, Ça va? ça va et toi? Quand on s'était croisés à un événement il y a quelques semaines, je crois que c'était avant l'été, Ouais, t'es venu vers moi et je t'ai dit bonjour Mister V. ouais, c'est vrai. Ah mais la honte! Une vraie gaffe. Ah non mais franchement, horrible. J'étais gêné. Surtout que c'est pas la première fois qu'on me l'a fait. Oh zut, tu l'as senti mon malaise? Ouais, Ouais. j'ai trouvé ça très mignon. Non mais sérieusement, c'est pas la première fois qu'on te le fait? Non, ouais, on me le fait souvent. Si j'ai la casquette, moustache et tout, c'est vrai qu'on me le dit régulièrement. Ok, ça te fait quoi? Pas grand chose, hein. Je préférerais qu'on me reconnaisse moi. Tu vois, c'est toujours un peu plus chiant qu'on te prend pour quelqu'un d'autre. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Ok. Il y a pire. Hein. Et tu penses que Mister V, on lui dit bonjour Adrien Truong? Je sais qu'il y a des gens avec qui il a bossé, à qui on envoie des vidéos ou des photos de moi. Après, ça doit le faire chier aussi, je pense. Donc, on évite de se le dire. C'est pour ça que je suis désolé et j'ai commencé mon interview par ça. On s'est rencontrés autour d'un malaise, on démarre par un malaise. C'est vrai. Mais tu vois, ça va super bien se passer. Alors, Adrien Truong, pour ceux qui ont suivi la télé de divertissement, ils ont pu te voir dans Les Princes de l'amour, ils ont pu te voir dans Les Apprentis aventuriers, aux côtés de Marina Limmer ou encore de Christopher. Et par la suite, juste l'année dernière, dans Les 50, Ouais. saison 1. Juste après ça, il y a eu un glow-up de fou malade. Parce qu'en fait, tu as toujours été comédien. Tu as toujours été comédien dans des pubs comme Heineken, Célio, Free, McDo. En ce moment, on te voit. Et tu as obtenu le rôle de Jules dans la série qui cartonne sur France 2, Un si grand soleil. Ouais. Tu as interprété le rôle de Jules pendant des mois. J'ai énormément de questions À ce là-dessus. sujet. Et on a une très belle interview qui nous attend, Adrien. Ok. Mais pour démarrer, moi j'aime bien commencer par les bases. J'aimerais qu'on parle de ton histoire, ton enfance. Truong, ça vient d'où? T'es de quelle origine? Alors, mes parents ont deux origines vraiment mais opposées. J'ai ma mère qui vient des Caraïbes, qui vient de Guadeloupe, et mon père est vietnamien, d'où le nom Truong. Ok, qu'est-ce que ça t'a apporté de grandir de façon multiculturelle? Je pense que c'est une richesse, mais tu t'en rends compte après. Quand j'ai grandi, enfin, pour moi, c'était juste mes parents, donc ça n'avait aucun impact. Mais c'est vrai que petit à petit, quand je grandis, je me rends compte que c'est cool d'avoir plusieurs horizons différents qui se croisent à la maison. Tu as un regard qui est différent sur les populations aussi. Et puis, si tu voyages un peu vers tes origines, bah, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui se passent en dehors de Paris, de la France, de partout, et ça fait du bien. En parlant de Paris, tu es né dans le 12e arrondissement de Paris. Ouais. Par la suite, étant enfant, tu déménages en banlieue, dans le Ouais. 93. Ouais. Ensuite, tu déménages sur Toulouse, puis tu reviens sur Paris. Ouais. Pourquoi autant de mouvance? Je pense que ça a été, ça n'a pas été par grand choix. J'ai suivi le travail de mes parents qui essayent de nous apporter une vie juste stable et confortable. Et donc, du coup, ils ont dû déménager pour le travail. Il bossait dans quoi? Alors, ma mère, elle était dans les assurances et mon père, il réparait des frigos, il était frigoriste. T'as des frères et des sœurs? J'ai un frère, Ok. un grand frère, Plus grand? plus grand. Ah ouais, t'es le petit. Mm. Ok. Comment t'as grandi? Comment tu décrirais ton enfance aujourd'hui? Je la décrirais belle, hein, franchement, on se marrait tout le temps. C'est vrai que même si on n'était pas les deux meilleurs amis du monde avec mon frère, j'ai toujours été très sociable. Donc j'étais souvent dehors et je me faisais des potes partout. Donc franchement, Pourquoi vous n'étiez pas les meilleurs amis du monde avec ton frère? on a 4 ans de différence et je pense que cette différence-là, quand on est jeune, elle se ressent énormément. On a l'impression que c'est un écart de fou. Donc on ne partageait pas les mêmes centres d'intérêt au même moment. Et t'étais quel genre d'élève? Au collège, hein, genre petit. Hein. Au Enfin, ado, collège, quoi. qui aimait juste faire rire la classe. Sérieux? Franchement, j'étais le pitre tout le temps. T'es allé jusqu'à où dans les études? Collège. Tu t'arrêtes au bon moment. Tu t'es arrêté en troisième? Ouais. T'as passé le brevet? J'ai, alors pas complètement, pas en entier. Vas-y, raconte. Bah écoute, je crois que j'étais pas trop fait pour les études. Hein. Ouais. Je pense que je sais pas si c'est pour me dédouaner, mais
la façon qu'ils avaient de vouloir nous inculquer les choses, c'était pas adapté à tout le monde, notamment pas à moi. Et non, j'étais pas du tout réceptif. Et j'ai l'impression qu'après, la vie m'a appris beaucoup plus de choses quand je me suis intéressé juste par moi-même à certaines choses. Je retenais beaucoup plus les choses que si tu me dis lis ça et retiens ça. Donc c'est très tôt que tu rentres dans la vie active. Ouais, ouais. J'ai commencé l'apprentissage à 15 ans, 15-16 Parce ans. que tu travailles en restauration. Ouais, en pâtisserie, ouais. Par la suite, pâtissier chez La Durée, Ouais, les fameux macarons. les fameux macarons. Voilà. Ensuite, tu travailles dans un grand restaurant hyper coté, je crois, qui s'appelle Monsieur Bleu Ouais, tout à à fait. Paris. J'y suis jamais allé. T'as bien bossé parce que c'est tout à fait vrai. Ouais. Très branché. Qu'est-ce que ça t'a appris le milieu de la restauration? Qu'est-ce que t'en gardes? Déjà, j'ai découvert un nouveau monde. Donc, on habitait dans le 93 quand je suis monté à Paris. Je dormais à Aubervilliers. J'allais travailler sur les Champs-Élysées. Déjà, c'est un décor qui n'a rien à voir. Et puis en plus, tu as une clientèle qui, à mes yeux, vit une autre vie. En fait, on est dans la même salle, mais on n'a pas la même vie. Ils sont à milieu de s'imaginer, ils sont dans une bulle, un cocon, pour certains. Et c'était notre quotidien qui est mais tellement loin du mien. Donc j'ai appris des codes différents, des façons de se tenir, des façons de parler qui étaient différentes, des manières de dépenser l'argent qui étaient différentes. Et même l'instruction est différente. Tout est différent, j'ai l'impression. Franchement, tout était différent. Mais ça m'a beaucoup appris. Et un jour, dans le restaurant pour lequel tu travailles, il y a un tournage de film. Ouais. Tu assistes, tu vois comment ça se passe, comment ça se prépare, l'effervescence, l'adrénaline, etc. Et là, tu as un déclic. Ah ben j'étais comme un dingue. Encore un nouveau monde qui s'offre à moi. En fait, quand ils ont tourné ce film-là, donc c'était Un illustre inconnu à l'époque avec Mathieu Kassovitz, film un peu cinéma d'auteur, il joue plusieurs personnages en même temps, donc c'était une grosse production. Déjà de travailler dans ce resto, qui était un resto branché à l'époque, c'était un nouveau milieu. En plus de ça, voir le milieu du cinéma auquel j'avais jamais pu avoir accès avant, c'était encore plus un truc de fou. Quand ils ont proposé à deux trois serveurs d'être figurants dans le truc. Évidemment, j'ai accepté parce que ça me fascinait un peu, ce milieu-là. Et je pensais jamais pouvoir mettre un pied là-dedans. Et franchement, quand j'ai vu comment se passaient les tournages, mais j'étais fasciné. Surtout que on m'avait donné donc un tout petit rôle, tout petit cachet pour le milieu, mais qui était déjà un salaire bien plus élevé si je comparais à mon salaire de serveur. Ok, ça représentait quoi par rapport à ton salaire de serveur? Je pense quatre fois ce que je gagnais si je compare Mais ce que en tu jour gagnes de travail. en une Ouais, journée. voilà, si je compare en jour de travail, peut-être 4 fois plus. Et je trouvais ça 4 fois moins fatigant, voire 10 fois moins fatigant. C'est-à-dire que là, on me demandait de kiffer, d'être naturel. Je me disais non, non, fais comme tu sens, comme tu es tous les jours. Tu es serveur, tu passes derrière, tu fais comme d'hab. C'était pas dur. Quand tu travailles, tu as des mises en place à faire, tu as un travail, tu as une rigueur, tu as des services qui sont intenses. Après, il faut plier, tu as un autre service. C'est hyper intensif la restauration. Quand tu découvres le milieu du cinéma, souvent quand tu es devant la caméra, on prend bien soin de toi. Donc c'était plutôt jouissif. Ouais. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de pouvoir en vivre, quoi. Bah, bien sûr. Et c'est donc après cette expérience, est-ce que c'est rapidement que tu te mets à chercher des cours? Alors, parce que tu n'es pas comédien de formation, mais de toi-même, tu prends des cours de diction. Ouais. Tu prends quoi d'autre comme cours d'élocution, non? Alors j'ai pris cours de diction, j'ai pris cours un petit peu de jeu. Je me suis intéressé du coup vraiment à l'acting pour pouvoir en faire mon métier. Je me suis dit que se tourner vers ça, j'avais vu que, on va être très honnête, hein, y a de l'oseille à faire et ça a l'air beaucoup plus facile. Pourquoi je vais continuer à galérer en restauration? Donc je me suis dit, vas-y, essaye de mettre toutes les chances de ton côté pour le faire. Donc je me suis inscrit dans une école d'acting et j'ai eu pas mal de désillusions quand même. C'est-à-dire Et pourquoi? en fait, dans les cours que je faisais, sur les 20 élèves par exemple de la classe, il y en avait 15 qui étaient des fils à papa qui se la sentaient artistes. Ils avaient leurs cours payés par papa et maman, donc ils n'avaient pas trop envie de passer. C'était juste pour dire, ah, moi j'ai une carrière d'acteur, voilà. Et donc il n'y avait pas tant de motivation, de trucs. Moi, quand je suis allé, je me suis dit potentiellement ça a changé ma vie. Dès qu'on pouvait passer sur le plateau, enfin sur scène, je fonçais, même s'il fallait s'afficher, j'avais pas trop peur du regard des autres. T'as fait quoi comme Donc, cours? c'était à Acting International et après ça s'appelait la Nef des acteurs, c'était à la Cité du cinéma. Ok. Donc j'avais fait ça et donc du coup je voyais pas le même engouement et la même motivation et j'étais un peu déçu de ça. Ok. T'arrivais à te faire des amis dans ce milieu-là?
Ouais, je suis quand même assez social, donc je discutais avec pas mal de gens. J'ai eu quelques amis là-dedans. Après, c'était pas toute la classe avec qui je m'entendais. On avait des parcours différents quand même. Oui. Vous veniez d'horizons complètement Ouais, différents. ouais, Et donc là, tu prends des cours de respiration. ouais. Ouais, ce qui est très important. T'apprends en fait que pour parler, que pour bien s'exprimer face à une caméra, il faut savoir aussi respirer. Il faut savoir respirer, il faut savoir articuler au bon moment. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand il y a un micro sous des vêtements et tout, si on n'articule pas, on ne comprend rien à ce qu'on dit. C'est un travail encore de maintenant que je fais pour continuer d'être. T'as dû désapprendre. Est-ce que tu t'es rendu compte que t'avais pas forcément une super diction et qu'il fallait que tu réapprennes tout? Ah ouais, c'est clair. Tu t'es rendu compte de quoi Il en y a eu prenant quand ces même du cours? travail. Mais je me suis rendu compte que c'était un vrai métier déjà. C'était pas juste tu te mets devant la caméra, joue et c'est bon, t'es une star. Et c'est plus sans parler que de l'addiction. Dans ce métier, je me suis rendu compte à quel point il y a un travail autour de ça et que tout n'est pas lié au talent, tout n'est pas lié à la chance. En fait, c'est énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et il y en a tellement. Et quand je vois tous les gens qui se battent pour le faire, je me dis que le jeu, il en vaut la chandelle parce que quand ça fonctionne pour toi, putain, qu'est-ce que la vie, elle est belle. Et je me dis, mais il y a vraiment tellement d'étapes avant. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois là au bon moment pour les directeurs de casting, parce que ça se trouve, c'est con, mais si là, les directeurs de casting, c'est des gens comme nous, ils ont une vie, des fois, c'est pas leur jour. Tu passes à un moment, il a faim et la truc, il en a vu 50 comme toi ce matin, il n'a pas le temps de te calculer, en vrai. Et donc, c'est de la chance, du talent, il faut que tu sois là au bon moment, il faut que tu n'aies pas de projet en même temps, il faut que tu n'aies pas bossé pour la concurrence quand tu es en publicité, faut que les prods te valident après, faut que le réalisateur te valide, faut que ça matche avec les autres acteurs. C'est énormément, énormément de paramètres qui doivent tous se réunir pour que ça fonctionne. Et que les planètes soient toutes alignées au bon moment. Vraiment, ouais. Et pour ton cas, à toi, Adrien, est-ce que tu considères que c'est une chance d'être métisse? J'ai l'impression que le vent tourne et que ça commence à l'être. Ça n'a pas toujours été, de ce que je vois, mais ça commence à l'être. Déjà en publicité, la plupart du temps, là, en ce moment, ils sont en train de revendiquer la mixité, etc. Donc, j'arrive au bon moment. Très clairement, en plus, Vietnamien, Guadeloupéen, c'est cool, quoi. Ils se disent, le mec, il sourit, il a une bonne vibe. Donc, ça joue en ma faveur. Dans le cinéma, pas encore. Il n'y a pas tant des métis. On se connaît tous un petit peu dans le milieu. Il y a beaucoup de rôles de plus en plus pour les Renois, de plus en plus pour les Rebeux. Les blonds, les brunes, c'est très catégorisé. Métis un peu moins, mais j'ai confiance, je pense que ça va s'ouvrir. Tu vois, tu parles de la publicité. C'est vrai que tu as tourné dans un nombre de publicités juste hallucinant. Ouais, clairement. Tu as fait une publicité pour Deezer, lesfurets.com, Heineken, McDonald's, RATP, MMA, Vinted, Mythique, Hyper U, GMF, Veolia, Système U, Célio, Vision Plus, The Couples, Combi Multisport, Orange Bank, Nos Régions du Talent, Inéo, lesfurets.com, Vision Plus, Ah, tout je ça, me suis donné. ça vous parle, j'en suis persuadé. Et quand j'ai tapé sur Google Adrien Truong, tu sais, Google référence 5-6 questions qui sont les plus posées sur Ok. une personnalité. Et à la question « Qui est Adrien Truong ?», Google écrit « Adrien est un mannequin qui a pu être aperçu dans les publicités de grandes marques comme The Couples, Célio ou encore Vision Plus. Un physique agréable et un visage charmeur qui ont fait de l'homme un modèle recherché pour des spots TV. » Je sais pas qui a écrit ça. Franchement. Est-ce que toi, tu as la Ouais, sensation, est-ce que tu as conscience d'avoir un visage, une gueule recherchée pour les spots télé? J'ai pas l'impression d'avoir une gueule recherchée pour les spots télé. Comme tu l'as dit juste avant, je pense que j'ai la bonne mixité en ce moment pour les pubs recherchées. On s'enquille une petite interview gueule, rapidement. Allez. Je t'ai écrit, c'est vraiment du sur-mesure, une interview gueule. C'est l'interview gueule d'Adrien Truong. Adrien, pourquoi selon toi ta gueule est recherchée en publicité? Parce que c'est le bon métissage, je pense. Qu'est-ce qu'elle a ta gueule que les autres n'ont pas? C'est une bonne question. Hein. En plus, mes cheveux ils poussent là, c'est pas top top quoi. Franchement, je sais pas ce que. Je pense que c'est juste une histoire de métissage, pas vraiment de gueule. Qu'est-ce que tu penses toi de ta gueule? Je me pose rarement la question, je t'avoue. Je me dis que j'ai une petite tête, ce que je me dis souvent. Peut-être aucun rapport, mais ouais, c'est juste ça que je me dis. Une belle gueule, est-ce que tu penses que ça aide à obtenir des contrats?
Je pense que ça aide à obtenir des contrats. Ouais. Est-ce que tu penses avoir une gueule passe-partout parfaite pour McDo, Deezer, Free? Parce que c'est vrai que tu es dans différents univers, quoi. Parfaite, je sais pas, mais je pense que je suis passe-partout, ouais. Et que ça les arrange bien. C'est vrai. Est-ce que tu penses que ta gueule dans la publicité permet de représenter une certaine diversité? Ouais, totalement. C'est pour ça que j'ai autant marché, je pense. Tu l'aimes ta gueule? Ça me dégoûte pas, donc c'est déjà pas mal. Elle te dégoûte pas, c'est déjà pas mal. Non, ouais, c'est cool. C'est-à-dire que quand je me vois, je me dis pas putain la chance. J'y prête pas attention. Donc c'est déjà cool. C'est pas un poids pour moi. Donc, Si ma tu foi, devais changer un je truc, marche léger. si tu devais changer un truc sur ta gueule, ce serait quoi? Mon nez, peut-être, la taille de mes oreilles, la taille de ma tête, plein de choses à changer. Mais Ton nez? est-ce qu'on prête beaucoup attention à ça? Bah moi non, quand je te regarde. Ouais. Mais toi, peut-être. Ouais, je pense que ouais, il y aurait plein de trucs que je pourrais changer. Mes yeux, tu sais, si on veut titiller, il y a plein de trucs à changer. Je pense que ce qu'il faut apprendre et tout le monde vivrait mieux, c'est à vivre avec ce qu'on a. Mhm. Je pense que c'est plus ça. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et enfin, de ton expérience, Ouais. qu'est-ce que les nanas aiment le plus dans ta gueule, selon toi? Mon sourire, je pense, ma joie de vivre. Ouais, Ouais. c'est terminé pour l'interview gueule. Ça t'a plu? Ça va, j'ai bien répondu. Et ça va, les questions salées aussi. Ouais, ça va, ça va. J'aime bien faire ça, je le referai, tu vois. C'est sympa, ouais. Comment tu travailles les publicités? J'espère qu'il n'y a pas trop de clients qui vont me regarder, mais je travaille pas tant que ça, les pubs. Les pubs, je pense que ça se joue à l'humeur plus. Faut être jovial, faut être souriant, faut montrer que tu es content d'être là. Ça reste un travail, tu es payé pour ça. D'accord? Et donc quand tu y vas, il faut montrer que tu as de la joie de vivre. Tu es là pour véhiculer, pour mettre en avant une marque. Donc tu n'y vas pas en faisant la tronche, tu vas pas. Et je pense que c'est plus à ça qu'il faut, sur ça qu'il faut bosser. C'est rarement en pub qu'on te donne un pavé de texte comme ça. Donc c'est pas ça où il y a vraiment de choses à travailler. Mais on t'envoie quand même un fil conducteur, t'as quand même Bien ton sûr. texte. Bien sûr, tu as un texte, tu as une histoire, on t'envoie même un mood board pour que tu comprennes bien de là où tu pars et là où tu dois arriver. Ça reste un boulot. Mais je pense que le fond, il n'est pas vraiment dans le texte. C'est-à-dire, ça va être dans l'humeur, ça va être dans le comportement non verbal, dans la gestuelle, Exactement. dans le regard. Exactement. Dans les énergies. Et vous avez beaucoup de temps entre les différents protagonistes qui sont dans la publicité. Je sais pas, je pense à la publicité Free, Ouais. enfin Riff. Pour ceux qui connaissent, vous êtes beaucoup autour de la table, Ouais. c'est un brainstorming comme si vous étiez dans une société, vous faites Ouais. une présentation, etc. Est-ce que vous avez le temps de partager une énergie, de créer un lien, de Ouais, répéter? on est obligé de créer Ouais. cette énergie-là. Ouais. Ouais, ça se ressent entre chaque prise. C'est-à-dire qu'on peut quand même proposer certaines choses, des humeurs, des tons différents. Et c'est là où on s'enrichit, je pense. Quelle est la publicité qui a été le plus long à tourner pour toi? Le plus long, je pense que ça a été la publicité McDo. Je crois qu'on a vu récemment. Parce qu'on a tourné et de jour et de nuit et sur plusieurs jours. Donc je pense que ça a été ça. Et vu qu'il a fallu la tourner sur plusieurs saisons différentes, c'est-à-dire que la pub, vu qu'elle passe dans plusieurs saisons, il faut recréer cette saison quand on tourne. Donc il y a plusieurs types de vêtements pour créer les saisons. Il y a parfois des fausses pluies qui tombent, qui mettent en place, etc. Et tourner tout ça, c'est une grosse production. C'est excitant, ça te met de l'adrénaline. Ouais, dès que je tourne, moi, je suis stimulé. Franchement, c'est là où je vois que j'ai l'impression que c'est fait pour moi. C'est que vraiment, je suis stimulé, quel que soit le projet. Hein. On tourne un jour, 2 jours, un mois. Chaque fois que j'arrive sur le tournage, je suis stimulé. Est-ce que ça paye la pub La pub, ça paye, ouais. de façon générale? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le nom que tu commences à te faire, est-ce que tu as la possibilité de prétendre à des salaires, je sais pas moi, comme je pense à Norman. Selon le média Creative Agency Life, Norman, apparemment, il aurait touché 60 000 euros pour une campagne pour Crunch. Il y a plusieurs années, Gad Elmaleh, 450 000 euros pour 7 films pub pour LCL. Éric Judor, pour EDF, 400 000 euros pour une seule campagne. Ça prouve que je suis pas une star. Alors là, je peux te confirmer que j'ai pas de nom, les gars, parce que j'ai jamais touché une somme pareille pour une pub. Je pense qu'ils le font aussi pour le nom. En publicité, c'est bien payé comparé à la masse de travail que tu as, comparé à un métier classique. On est très, très, très loin des sommes comme ça. En revanche, pour ce qu'on travaille, oui, c'est bien payé. Mais après, pour stopper tout engouement, il y a des barèmes
qui sont établis. Et quelle que soit la marque, que ce soit une petite marque ou une grosse marque, c'est pas parce que c'est une grosse marque qu'ils te payent plus. Ok, Ils vont parce faire que en fonction du barème parce qu'ils savent très bien que si tu leur dis non ou si il y en a 15 000 qui attendent derrière. C'est ça aussi le drame de ce métier, c'est que là tu te rends compte que tu n'es pas tout seul. C'est un métier d'ego où tu dois quand même avoir confiance en toi et tout, mais tous les jours il est remis en question quand on va en casting. On se rend compte qu'il faut mettre ton petit ego dans les chaussettes, que quand tu vas passer la porte, tu vas donner le meilleur de toi et que potentiellement la plupart du temps, on ne t'est pas pris, on te dit non. Donc il faut se remotiver pour repartir à l'autre casting où on va redire non, etc. etc. Et c'est aussi un métier où je pense que ça se joue à l'endurance. C'est-à-dire que c'est aussi ça, je pense que petit à petit, il y en a qui s'essoufflent, qui sont fatigués de se manger des porcs, ce que je peux comprendre, et que ceux qui perdurent, c'est ceux qui se remotivent à chaque fois. il y a une différence, enfin, ma question est bête, bien sûr qu'il y a une différence, mais quelle est la différence fondamentale entre une publicité qui va être diffusée à la télé dans laquelle tu vas tourner Hein. et un placement de produit? Oui, une grande différence. Bah oui. Déjà la production, tu te rends compte que c'est pas pareil. Un placement de produit, la plupart du temps, on compte que sur toi. Sur une publicité, ils vont faire en sorte que tout le décor, les personnes qui jouent avec toi, qui sont que des professionnels, le produit, tout soit mis en avant à la perfection. Je sais pas, je crois que énormément de gens sont tombés sur le type de TikTok, par exemple, ou de vidéos YouTube ou sur les réseaux en général, sur les vidéos de production où tu vois comment ils font une pub pour un sandwich, par exemple. Ils préparent la petite lamelle de jambon, le truc et tout, pour que tout se pose à la perfection, pour que ça, quand ça se lie ensemble, ça ait l'air goûtu. Bah, c'est un exemple, mais il y a une vraie prod derrière. C'est un taf monstre quand tu as un placement de produit. Toi, avec le produit, fais ce que tu peux. Et puis, on joue plus sur ta notoriété que sur autre chose. Toi, tu kiffes plus Sur faire la côté pub pour la pro. télé. Bien sûr. T'en avais fait du placement de produit? J'en ai fait quelques-uns. Ouais. Ouais. J'ai fait quelques-uns. Après, je choisis, j'en fais peu. Parce que j'essaie vraiment de choisir avec qui je travaille. Mais j'en ai fait, ouais. Tu l'as fait de façon industrialisée à l'époque où tu faisais de la télé de divertissement? Non, beaucoup moins. Non. En fait, je pense que j'en fais un peu plus depuis que j'ai moins une image de télé. C'est con. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que on me fait plus confiance depuis que j'ai moins une image de télé. Je crois. On parle un peu de la comédie? Allez. Un peu beaucoup. Ouais. En 2023, tu obtiens un rôle dans la série à succès Un si grand soleil qui est Ouais. diffusée sur France 2. Tu interprètes le personnage de Jules. Tu te souviens de ton casting? Très bien. Comment ça s'est passé? C'était avec une dame qui s'appelle Johanna Dolon, qui est une tête dans le casting, je pense. Et déjà, quand j'ai reçu mon texte, il y avait d'énormes pavés. Pour ceux qui n'ont pas vu, Jules, dans Un si grand soleil, c'est un businessman, un mec qui a la tchatch, qui est sûr de lui, et qui, j'ai l'impression, a un peu ses textes préparés. Il a un bagou, il sait le dire à la bonne personne, mais il a son petit plan déjà dans sa tête tout est prêt. Donc tu ne peux pas vraiment te foirer sur le texte. Chaque mot a un sens, donc tu es obligé de respecter ça déjà. Donc déjà, fallait réviser des pavés de texte, mais c'était un truc de fou. Et après, j'ai pris beaucoup de plaisir quand je l'ai joué. Que ce soit en casting ou en tournage, le casting, je me rappelle, j'avais pris beaucoup de plaisir et je pense que c'est ça qui leur a plu. Mais comment tu arrives à t'approprier un texte qui n'est pas le tien? Comment tu fabriques un personnage? Est-ce que tu te dis, ok, sa personnalité, elle est comme ça? Est-ce que tu prends des images? Est-ce que tu fais un mood board? Comment C'est un tu peu procèdes? tout. Je pense qu'il faut que le personnage te parle. Quand tu le lis, moi, il m'a fait penser à des gens, ou à des personnages dans des films, ou à un mec que j'ai croisé. Et en fait, tu mixes un peu tout ça pour que ça sonne vrai et que ça sonne cohérent. Tu te l'appropries. Si moi j'avais ce taf-là, si moi j'avais ce truc-là, comment je serais? Et donc, avec tes mots, déjà, tu essayes de te mettre dans le personnage. Et je pense que direct, tu as une image de cette personne. Donc, si tu t'habilles dans le personnage, peut-être que ça sera plus cohérent pour toi et que ça sera plus fluide. Et petit à petit, en travaillant comme ça, C'est un manipulateur, Jules, dans Un si grand soleil. oh oui. Alors, est-ce que ça t'a aidé de côtoyer des candidats de télé-réalité pour interpréter Jules? Alors oui, et pas que. Oui, et pas que. Je pense que dans tout, et c'est vrai qu'en télé, il y a des manipulateurs et tu vois que c'est des petits futés. La plupart des temps, les manipulateurs, c'est des gens qui ont une intelligence sociale.
Donc, c'est des gens qui captent les traits de chacun et qui vont se servir de tes faiblesses à leur avantage. Et c'est ce que fait Jules, ouais. Et retourner la situation, Ouais, mais avec clairement. des mains de maître. Exactement. Et te reprocher ce qu'ils font eux-mêmes. En plus, ouais. Et arriver à te convaincre que c'est toi le problème, même quand c'est eux. Ouais, te faire culpabiliser, te remettre en question en Ouais, ouais, fait. ouais, ouais. C'est du narcissisme un peu. Aussi. Il y a une part de narcissisme. Ouais. Et tu l'as composé. Ça m'inquiète, j'ai eu beaucoup d'aisance à jouer. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est très fluide, en tout cas, mais ça veut dire que tu as du talent. Merci. Comment tu décris, toi, la série Un si grand soleil? C'est quoi pour toi? Alors pour moi, un si grand soleil, en général, c'est une quotidienne qui marche parce qu'ils font attention à l'image. C'est pas toujours le cas dans toutes les quotidiennes. Eux, ils essaient vraiment de sortir une quotidienne de qualité. Et c'est dur parce qu'ils tournent tous les jours. Tous les jours, il y a plusieurs épisodes qui se tournent en même temps. C'est une grosse production. Et parfois, il y en a qui s'oublient. Vu qu'ils tournent tous les jours, ils se disent, bon, c'est pas grave, aujourd'hui, c'est pas très quali. Alors qu'un si grand soleil, je trouve qu'ils continuent d'avoir un truc hyper qualitatif. C'est pas les seuls, mais je trouve qu'un si grand soleil, clairement, ils en font partie. Et c'est pour ça qu'ils ont une si grande audience tous les jours depuis des années. Et tu avais tes textes à l'avance, tu avais le temps Ouais. de les étudier, de les apprendre. C'était dur. C'était dur parce que c'est clairement un de mes gros problèmes, c'est retenir les textes. La mémoire. J'ai reçu 118 pages à retenir, c'est complexe. Pendant que je devais retenir ces textes, à l'époque, j'étais en Jamaïque. Et juste avant, j'étais à New York, c'était pendant mes vacances. Et donc, c'est sûr que quand tu es en vacances, tu n'as pas envie de te poser sur 118 pages de texte, mais il fallait le faire et je l'ai Mais fait. c'est quoi, toi, tes techniques pour imprimer dans ton cerveau un texte qui n'est pas le tien, des mots qui ne sont pas les tiens? Alors, je peux te dire ma technique, mais elle marche pas. parce que je galère toujours autant. Je me répète plusieurs fois la première phrase, par exemple. Ensuite, quand je passe à la deuxième, je me répète la deuxième, mais avec la première, et je rallonge à chaque fois un petit peu. Et dès que j'oublie un passage, je reprends du début. Chaque page comme ça. Et une fois que tu as fait toutes les pages, tu essayes de le faire du début à la fin. Tu as une part d'impro, tu peux rajouter des mots. Toutes les productions ne te laissent pas improviser. Je préfère quand il y a une part d'impro parce que je pense que du coup, utiliser nos mots, ça paraît plus fluide, plus vrai. Mais tu as des productions qui te disent ouvertement, il y a des gens qui sont payés pour ça, tu fais le texte. Ne raconte pas ta vie, ne prends pas la confiance. Il y a un texte, fais-le. Voilà. Tu t'appuies sur l'énergie de la personne qui te donne la réplique durant la séquence. Est-ce que tu utilises comme béquille son émotion, son jeu aussi? Est-ce que tu découvres des choses à ce moment-là? Ouais, c'est une chance quand tu as quelqu'un qui te donne de l'énergie en face de toi. Parce que c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que ça aide, ça change énormément. Après, tu en as d'autres qui se focus quand ils tournent, quand la caméra est sur eux, ils donnent tout. Puis quand la caméra est sur toi ou quelqu'un d'autre, mais quand elle est plus sur eux, ils te donnent la réplique et démarre-toi avec ce que tu as. Donc c'est ça aussi le travail de l'acteur, c'est faire comme si la personne était toujours à fond, même si elle l'est plus. Ah, ça veut dire que parfois tu vas faire ton texte face cam, mais la personne qui te donne la réplique, elle n'est pas là. Ah oui, oui. Ah oui, Ah, ça doit être dur ça. ça a l'air compliqué. Ouais. Vous avez la possibilité de reprendre plusieurs fois ou alors il y a vraiment un timing à respecter par rapport au conducteur Il y a de un tournage? timing, pardon, il y a un timing à respecter. Euh, Tu peux, la plupart du temps, tu le fais plusieurs fois. Tu es obligé, parce qu'ils attendent quand même un résultat. Mais tu vois que tu les fais chier si tu en fais trop quand même. Ça représente de l'argent au tournage. Le temps est compté. En fait, il y a aussi des paramètres météo. Tu tournes à l'extérieur. Le soleil, il sera plus au même endroit si tu commences à perdre trop de temps sur une scène. Et donc, pour le téléspectateur, ils sont obligés de faire vite. Pour que ça soit cohérent pour lui, pour pas que ça paraisse bizarre, quoi. Comment tu décrirais les fans de la série Un si grand soleil? Passionnés, hein, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ouais. Et ils suivent vraiment toutes les histoires. C'est vrai qu'il y a de l'engouement là-dessus. Moi, j'ai vu mon public changer quand je suis passé sur cette série. Mais c'est des bons vivants. Franchement, ça fait plaisir à voir. Il y a de l'interaction avec toi en tant que comédien sur les réseaux sociaux? Il y a de l'interaction, mais pas trop sur les réseaux sociaux. Le public d'un si grand soleil, je les croise plus souvent dans la rue que sur les réseaux. Contrairement à la télé. Mais c'est quoi? Il te dit ah, Jules! Exactement. C'est ça? Ouais. Et ça a été des personnes un peu plus âgées que pour la télé où j'ai eu des interactions avec des gens. C'est souvent un trentenaire, quarantenaire, parfois cinquantenaire qui t'arrête, qui dit qu'ils ont regardé ça en famille et qui t'appelle par le nom de ton rôle. C'est plus kiffant à tourner dans une émission de télé de divertissement ou alors dans une pure fiction?
On peut trouver du kiff dans les deux. C'est hyper différent. Euh, Personnellement, je préfère la fiction. Ouais, ça, c'est un autre boulot. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est tellement différent. Pourquoi il a quitté la série, ton personnage? Il l'a quitté parce que je pense qu'à un moment donné, il allait devenir trop exécrable, trop noir, trop truc. Et après, il n'est pas mort. Donc peut-être qu'il va revenir. T'aimerais? J'aimerais bien, ouais. Peut-être qu'il va s'adoucir. Peut-être qu'il va devenir encore plus noir, on ne sait pas. Mais Franchement, toi, comment t'aimerais qu'il revienne, le personnage de Jules? Si je te donne les clés du scénario ouais. et je te dis c'est toi qui l'écris, c'est toi qui écris ton retour, Ok. Adrien Truong, avec quelle intrigue, comment t'aimerais qu'il revienne, Jules? Eh ben, déjà pour le jeu et pour l'histoire, j'aimerais qu'on montre qu'il s'est fait pincer pour tout ce qu'il a causé et qu'il en a payé le prix. Et une fois qu'il a fait ça, il y a des gens qui arrivent à se repentir sincèrement. Et si ça peut être le cas de Jules, ça serait cool. Ça lui donnerait déjà plusieurs nuances, plusieurs tons de jeu, mais en plus, ça montrerait que quelqu'un qui a fait des choses mauvaises peut aussi devenir quelqu'un de bon, pardon, foncièrement. Donc ce serait cool. T'as des projets en ce moment, t'es sur des pistes de séries, de films, parce que je sais que t'arrêtes pas. Ouais, quelques-uns. Quelques-uns, petites séries, petits films, les deux. Parfois des formats courts, parfois des formats longs. J'espère que vous les verrez, que vous allez tomber dessus sans que j'en parle. Ça voudrait dire que ça aura marché pour nous. Exactement, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais, merci. On fait un petit bond dans le passé proche. Ouais, On parle un petit peu de la télé de divertissement, Allez. histoire de comprendre pourquoi tu es rentré là-dedans. let's Parce go. que tu étais déjà comédien, tu Ouais. as enchaîné 1550 pubs. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à ces émissions de télé-réalité? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, je tournais un peu moins à cette période. Et on va mettre carte sur table. Il y a un moment donné, il faut payer son loyer. C'est-à-dire que moi, j'avais un avis sur la télé-réalité qui n'était pas forcément bon. Et j'avais eu plusieurs propositions à l'époque. Je n'avais pas donné suite. Je me disais, non, je ne suis pas un mec de télé, machin. Je jouais les artistes. Je venais de mettre un pied dans le cinéma. Je me prenais pour un autre. Et du coup, je m'étais pris un peu dans ce jeu-là. Quand je tournais moins, j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, putain, ils m'ont quand même fait des propositions. On me pose un travail, du taf sur la table. Et moi, j'ai fait la fine bouche. En fait, ça se trouve, ça peut être pas mal. Et puis d'un côté, ils ont l'air de bien kiffer à la télé. Et puis vu que c'est une production, ça se trouve, je pourrais faire mes cachets d'intermittent en même temps. Donc, ça reste un taf. Et je me suis dit, ah, c'est cool et tout. J'ai commencé à changer mon regard et je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi? Tu as envie de changer les choses, tu as envie de montrer une image différente parce que tu as l'impression qu'ils font tous à peu près la même chose en ce moment. Fais-le. Il n'y a que les gens qui font qui peuvent essayer de changer les choses. Souvent, on est tous derrière la télé, on critique. Ouais, lui, il fait comme ça, lui, il est comme ci. On n'a jamais été dans leur position pour savoir si on aurait fait la même chose ou non. Donc autant le faire. Et donc du coup, c'est moi qui ai pris les devants de réécrire à un directeur de casting. Et du coup, ils ont accepté ma candidature, ils m'ont donné ma chance. J'y suis allé. Et pour dire la vérité, j'ai changé mon regard sur la télé. Et il est devenu comment ton regard en participant au Prince de l'amour? Émission au cours de laquelle tu repars hein, avec celle qui était ta princesse, c'était Léna. Ouais, mon regard, il a changé parce que il a changé, pas que. C'est-à-dire que il y a eu certaines choses qui se sont confirmées, mais il y a aussi d'autres choses qui. En fait, j'ai eu plus d'empathie parce que j'ai compris pourquoi on avait cette vision des gens de télé. Ok. Être enfermé H24 avec des gens, ça change énormément de choses. On n'a pas de téléphone aussi, et dans notre génération, Dieu sait que c'est difficile de se détacher de tout ça. Et donc déjà, ça te met dans une bulle qui est totalement différente. Déjà, il n'y a que des jeunes de ton âge, on va dire c'est une colo. Si on vous filme n'importe qui en colo en ce moment H24, je pense que chaque jour, il y a des trucs où on va rigoler sur les ou alors qu'ils comportements vont de nous chacun. gêner. Ou qui vont nous gêner si on filme chacun. Et je pense que c'est ce qui se passe en fait. Et pour le coup, qu'est-ce que ça t'a confirmé? Ça, c'est pour la vision que ça t'a changé? Ça m'a confirmé qu'il n'y avait aussi pas que des lumières et que tout le monde, que maintenant c'est un peu la course au buzz de plus en plus. Et je pense que c'est ça qui commence à faire baisser l'audience des programmes de télé-réalité, je pense. Avant, on était tous derrière notre télé à regarder les programmes, il y avait des primes, on était en direct avec les gens, on découvrait ce milieu et les gens étaient beaucoup plus vrais, je trouve.
Et je me mets dans le lot, hein. C'est vrai que j'en ai fait partie de cette génération de télé, donc j'en fais aussi partie. Mais je trouve qu'à l'époque, il y avait plus de spontanéité, les gens étaient plus vrais et tu retrouvais des vraies personnes, des gens vraiment entières dans ce type de programme. Et c'est beaucoup moins le cas. C'était sincère avec Léna, tous les deux, Ouais, quand c'était vous sincère. quittez les Princes de l'amour? Quand on est sorti avec Léna, ouais, c'était sincère. Ouais. Mais c'est pour ça, je pense que ce qui a marché aussi, c'est on n'a pas menti, on est allé à fond, on a vécu le truc, quoi. Par la suite, elle a fait une vidéo au moment de votre rupture, Léna. Ouais. Comment tu l'avais accueillie, cette vidéo qu'elle avait appelée Ma rupture, mon ex, je vous raconte tout? Alors, j'ai été sûr. Je ne l'ai pas bien pris, évidemment, parce que de toute façon, elle ne fait pas des compliments sur moi dans cette vidéo, donc forcément, voilà. Moi, c'était ma première télé. J'ai appris ce que c'est que l'engouement sur les réseaux, les fanatiques de personnes qui après te prennent à partie et tout. Ça aussi, je l'ai découvert avec ça. Donc moi, avant, j'avais personne sur les réseaux. Je suis passé dans ce programme, commencé à avoir un peu plus de followers. Tout va bien jusqu'à la fin de l'émission. Elle sort cette vidéo. D'un seul coup, un amas de personnes qui disent ouais, c'est pas bien ce que tu fais, machin. Et donc, du coup, avec juste les mots de Léna, ils se sont fait un avis. J'étais, tu vois, catalogué. Et donc, j'ai répondu sur ce que je semblais être honnête et être la vérité. En Et du gros, coup, juste ils ont pour plus expliquer compris. pour ceux qui ne l'ont pas vu, Ouais. elle disait grosso modo que tu étais un beau parleur, Ouais. que tu l'avais trompé avec plein de filles, que tu avais des plans machin nanan à droite à gauche, voilà. En gros. Ouais, clairement, ouais. Et donc, du coup, je m'en doutais qu'elle allait sortir cette vidéo. Parce que quand on a échangé, euh, quand on a fini le tournage, elle m'avait dit tu vas voir. Enfin, ça faisait un peu monter la sauce vu qu'on n'était pas parti en bon terme. Donc, je m'attendais un peu à ça. Et puis après, j'essaie de le gérer comme ce que je pensais être normal et ce que je pouvais assumer. C'est-à-dire que je pense que quand tu dis les choses comme tu les penses et comme tu les ressens, c'est la meilleure façon T'étais amoureux? de Léna. Ouais. J'étais pas amoureux, mais j'avais de l'affection ouais, pour elle. Enfin, c'était quelqu'un qui comptait pour moi. Ouais. Elle, tu penses qu'elle t'aimait? Je pense que c'est pareil, il n'y a pas eu assez de temps pour ce qu'elle m'aime. Et je pense que si elle a réagi comme ça, c'est parce qu'elle a de l'affection pour moi aussi. C'est parce qu'elle a été blessée. Toi, tu penses que t'étais assez impliqué dans la relation? Ouais, je pense que j'étais impliqué. Oui, oui, ben, je l'étais. Hein. Mais alors, il venait d'où tous ces reproches? Alors, pour être très honnête, elle est tombée sur. Elle a regardé dans mon téléphone, elle est tombée sur des messages et qui lui ont pas fait plaisir. Et comme je lui avais dit, il y en a beaucoup que je comprends. Il y en a d'autres où je trouve qu'elle a fait, parce que bon, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. C'est-à-dire que tu discutais avec des filles? Alors, j'avais discuté avec des filles et en plus, je parlais du programme avec des potes. Et donc, quand on se faisait des vannes, parce que évidemment, avant que je fasse de la télé, aucun de mes potes pensait que j'allais faire de la télé. Et donc, ça faisait que de me vanner, le fait que je fasse de la télé. Et donc, du coup, elle a détourné ses phrases en son avantage en disant que je me servais d'elle, etc. Alors que dans les faits, elle a bien vu que c'était pas vrai. Mais donc, du coup, il y a eu certaines choses que je préférais mettre au clair. Quoi. Par la suite, tu as été surpris de sa relation avec Adil Rami, le footballeur? Ouais, ça m'a surpris. En fait, tu sais, ce qui m'avait surpris à l'époque, c'était que ce qu'elle me reprochait, donc c'était d'être quelqu'un de manipulateur, que j'avais fait des calculs. Comment elle a dit ça? Putain, comment elle a dit ça? Que j'étais avec elle par intérêt, etc. Ouais, c'était ça. Que je l'avais utilisé par intérêt. Quand je l'ai vu quelques jours après cette vidéo avec Adil Rami, je me suis dit, bah, c'est bizarre parce que tout ce qu'elle me disait qu'elle n'aime pas chez un mec, en tout cas physiquement parlant, parce que je ne connais pas, je le retrouvais chez Adil Rami. Au final, elle se met avec lui. Si c'est pas par intérêt, c'est pourquoi? Et c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu après sur les réseaux quand ils ont vu ça. Visiblement, on s'est tous trompés, hein, parce qu'après, elle est restée un moment, je crois, avec lui et que c'était un amour sincère et tout, donc tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que c'est la réaction que j'ai eue sur le moment. T'enchaînes avec les apprentis aventuriers. Tu partages un binôme avec Marine. Ouais. Marine, elle y meurt. Comment ça se fait
Enfin, comment ça s'est fait les apprentis aventuriers? Est-ce que c'était logique? Tu étais sur W9, tu as fait les princes, même si c'est pas la même prod, tu as tapé dans l'œil, allez hop, on va te mettre avec Marine. Quel était votre lien? Pourquoi? Comment tout ça s'est orchestré? Alors, les apprentis aventuriers, quand ils m'ont proposé, j'étais ravi de le faire parce que je trouvais que c'était un programme qui, pour le coup, était hyper vrai parce que tu repousses tes limites et là, pour le coup, tu es vraiment mis à l'épreuve, pour de vrai. Et donc, j'avais envie de vivre ça. Pour mon binôme, qui était Marine, je ne savais pas que j'allais être avec elle. Pour le coup, la prod fait vraiment bien les choses parce que je l'ai découvert que quand j'étais sur la plage. Vraiment, je ne pouvais pas savoir que j'étais avec elle. Et je l'ai découvert sur la plage et du coup, on s'est rencontrés vraiment voilà, quoi, là-bas. Quand il fallait T'étais mettre les- surpris qu'elle abandonne avec sa sœur? Résultat, ce qui a fait que tu t'es retrouvé avec Christopher, toi? Ouais, j'étais hyper surpris parce que du coup, du peu que je la connaissais, c'était une battante, une sportive qui allait au bout des choses. Donc quand j'ai appris un abandon, ouais, j'étais étonné. Ça s'est toujours très bien passé, tous les deux, avant qu'elle quitte l'aventure? Ouais, on s'entendait très bien. On s'entendait très bien parce que on avait, je crois, la même envie pour le sport déjà, de se battre, d'aller au bout des choses. C'était une battante, donc c'était kiffant. Elle était jolie, elle était sympa, on rigolait souvent. Et c'est important d'avoir un binôme comme ça quand tu es dans ce genre de situation, je pense. Et donc, ouais, non, franchement, ça se passait bien. Et c'est sur le tournage des apprentis aventuriers que tu as un petit coup de cœur pour Marois. Alors, j'ai pas eu de coup de cœur Ah, pour Marois, mais je m'entendais très bien avec elle. Je m'entendais bien avec elle sur les princes avant aussi, que j'avais fait du coup. Et je pense que ça a été vraiment bien de la voir parce que du coup, on a commencé les programmes ensemble dans les princes. Et donc, j'avais un soutien aussi moral qui pouvait me comprendre. Sinon, sur la plage, il n'y avait que des anciens. Même Christopher, avec qui j'étais après, il a commencé la télé il y a 9 10 ans. C'est un ancien, il a vécu d'autres types de programmes. Il y avait Thibaut Garcia et Jessica, il y avait Paga et Giuseppa, il y avait que des anciens. Il y avait Simon Castaldi, enfin bref, tous les gens qui étaient là, c'était des gens qui avaient roulé leur boss dans la télé. Quand tu découvres la télé et quand en plus tu es dans des situations telles que les apprentis aventuriers, c'est cool d'avoir quelqu'un qui te comprend et qui vit à peu près les mêmes choses que toi. Et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu et que c'était cool d'avoir ce soutien. t'enchaînes avec les 50, Mm. la saison 1, donc t'enchaînes 3 télés d'un coup. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, Mm. ah ok, en fait ma carrière, elle est en train de s'orienter là-dedans? Alors, je ne me suis pas dit ça, mais je me suis dit que j'avais plutôt intérêt à choisir mes programmes. C'est-à-dire que je le fais si ça a un sens. C'est-à-dire que les apprentis, je repousse mes limites, il y a du sport dedans, je suis quelqu'un qui est sportif au quotidien, donc ça a une logique. Quand j'ai fait les 50, pourquoi j'ai accepté? C'est parce que c'était un nouveau programme. Et contrairement au programme où je trouvais, où on en parlait au début de l'interview, où je disais que c'était un peu la même chose tout le temps, là, au final, ça allait être nouveau pour tout le monde. Donc, même s'il y a des anciens, il y a 50 candidats, c'est énorme pour un programme télé. En même temps, on est tous sur le même pied d'égalité. On allait tous découvrir tous les jours qui allait passer le programme. Et c'était en ça que c'était intéressant. Oui, sauf qu'il y a eu des histoires de tricherie qui étaient ressorties, notamment avec Maëva Guénam, qui aurait été par exemple favorisée. Ouais, mais ça, je l'ai appris pendant la diffusion. T'as été surpris? C'est-à-dire que même pendant le tournage, j'ai pas. Tu voyais pas sur le Ah, moment. pas du tout. Et On t'as était été tous dans surpris? notre Tu dos. trouvais ça éloquent? Ah, d'entendre ça, ouais, j'ai été surpris, ouais. En fait, on sait tous qu'il y a des alliances. On s'y attend, évidemment, et ils s'en cachent pas. Parce que c'est clairement des stratégies de groupe. Si tu votes pour moi, je te soutiens et tout. Ça, on y a affaire tous les jours. De tricherie, ça m'étonne. Et ça m'étonne encore, d'ailleurs. J'imagine qu'après les 50, t'as dû avoir d'autres propositions. Ouais. T'as eu quoi comme proposition? C'était. Comment ça s'appelle? Le cross? Ah, les Marseillais vs le reste du Ouais, monde? Objectif reste du monde. Voilà, c'était ça. Et là, tu Objectif refuses. reste du monde. Ouais, c'était moins intéressant. Déjà, je crois que j'étais en tournage. J'étais en tournage. Et puis en plus, il y avait moins d'intérêt du coup pour moi. C'est quelque chose qui était déjà tourné depuis un moment. J'avais l'impression que c'était plus du drama, des disputes, une fausse compétition. Et du coup, il n'y avait pas d'intérêt. Bon, de toute façon, tu as bien fait parce que la suite, on la connaît avec ton rôle de Jules. Ouais. Franchement, c'était pour le meilleur hein, Ouais, je que crois. tu avais refusé. Tu as Je crois. vraiment bien fait de faire ce choix. Faire un choix, c'est renoncer aussi parfois. Donc, tu as Choisir, su c'est renoncer, renoncer ouais. à des choses cool. J'aime bien cet adage. Ouais, à des choses bien pour toi, pour ta carrière en tout cas. Depuis, ils ont dû encore te contacter.
Parce que pour eux, moi, je me mets à la place d'une prod, je me dis, allez, j'aimerais bien récupérer quand même le comédien de la série qui cartonne sur France Télévisions. Eh bien, très peu. Ah ouais? Oui, mais très peu. Ah, Oui, mais très peu, mais je pense qu'ils ont aussi compris vers quoi je me tournais. oui. Ça a été une surprise pour personne, hein. Et j'ai essayé d'être vrai d'écouter mon cœur. Je regrette rien de ce que j'ai fait. Programme de télé, on me demande souvent si je regrette, si je le referai. On me demande si ça m'a porté préjudice, etc., etc. Franchement, si c'était à faire, je le referais. Et si c'était à faire, j'en ferai pas plus comme ce que j'ai l'intention de faire maintenant. Pour Ok. l'instant, en tout cas, je compte plus en faire. Mais c'est tout dans ton intérêt. C'est dans mon intérêt professionnel et puis pourquoi je le ferais en vrai? Pourquoi? Pour les 50 par exemple, dernier programme que j'ai fait, je suis allé jusqu'à la finale. Donc en étant un petit nouveau parmi beaucoup d'anciens à 50, tu partes en finale, je pense que j'ai fait ma saison. Je vais revenir pourquoi? Risquer de partir au premier, deuxième tour, de me donner une mauvaise image, ça se trouve je vais craquer, j'en sais rien ce qui va se passer. Mais donc à Mais quoi bon? tu vois, je vais te dire, maintenant, ça va faire quoi? Plus de 45 minutes qu'on est en interview ensemble. Je vais te dire pourquoi, selon moi, t'as pas continué comme d'autres peuvent faire à enchaîner les télés, jouer de clash, jouer de bad buzz, de dérive, de placement de produits, d'arnaque, etc. Et de faire de tout ça en fait ton métier. Parce que tu as du talent, Adrien Truong. J'espère que c'est vrai ce que tu dis. Merci. Non mais vraiment, je le pense sincèrement. Et cette Merci interview, beaucoup. elle me conforte mon opinion. Et Merci beaucoup. on va reprendre cet adage que j'aime beaucoup aussi. Faire des choix, c'est renoncer. Tu as renoncé, tu as fait des choix et tu continues d'en faire, tu continues de renoncer. Mm. Et je pense que tu vas aller super loin. J'espère. Vraiment. J'espère te donner raison. Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec ma communauté pour la suite, Adrien Truong? Des rôles. Vous pouvez me Bah souhaiter des rôles et surtout des rôles différents. Ce que je souhaite, c'est jouer le même rôle toute ma vie, même si ça paye. C'est pas ce que je me souhaite. Je pense que j'ai pas assez exploré clairement dans le milieu du cinéma. Et donc, je me souhaite plusieurs rôles différents, enrichissants et que ça dure. Et bah c'est le pire qu'on peut te souhaiter. Ouais. Merci Adrien Truong. Merci à toi, franchement, j'ai vraiment kiffé. Tu veux que je te dise la vérité? Vas-y. J'avais, quand j'entendais Sam Zira à l'époque, et j'avais vu pas mal d'interviews de toi qui interviewaient des gens de télé, j'avais un avis comme l'avis que j'avais sur la télé-réalité à l'époque. Et je vois que vraiment tes interviews sont hyper différentes maintenant. Tu as évolué avec ton temps vraiment en bien. Et je trouve tes interviews vraiment cool. Et Oh je bah dis c'est pas ça gentil. parce que je suis là, mais j'en ai vu plein d'autres. Et franchement, je trouve que vraiment, Ah bah ça me c'est touche très beaucoup. bien. C'est Ouais. adorable. Merci Adrien. Et merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette interview en toute intimité avec Adrien Truong. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous pouvez suivre en masse Adrien Truong sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram et sur son compte TikTok notamment. C'est Adrien Truong. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi? Kajak, mon talk show que j'adore, continue pour encore 2, 3, 4, 5, 6 saisons. Ok, Avec un plus beau plateau, un plus grand plateau, toujours du direct, du public aussi. ok, Voilà. Que je continue les interviews, parce que j'adore ça. ouais, Voilà. ça se voit. Que j'ai un rôle aussi. J'adorerais m'essayer à la comédie. C'est vrai? Ah, mais c'est mon rêve. C'est Mon vrai. rêve ultime, j'adorerais. C'est noté. J'adorerais. Et je pense que ça me fera bien kiffer. Mais théâtre ou télé, hein, Ouais, ouais. pour un rôle, tu vois, je kifferais. Allez, Voilà, me mettre ce challenge-là. Voilà. On se dit à bientôt. Bye bye. ciao.